Nous allons passer à l'avant-dernière présentation. Donc, notre exposé intitulé Qualité de vie des patients électrostimulés, un regard que nous jetons sur 28 années précédentes de pratique. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, la stimulation cardiaque vient pour empêcher la mort subite par trouble de la conduction ou bien par complication des troubles de la conduction. Mais lorsque le patient ne décède pas, il peut aussi être symptomatique. Ce sont des patients que nous voyons souvent en insuffisance cardiaque ou avec une lenteur à l'idéation liée à l'insuffisance vasculaire cérébrale, donc à la baisse du débit cérébral, ou alors une fatigabilité à l'effort. Ici, nous nous intéresserons plus à ce que deviennent nos patients. Et donc, dans notre série qui n'est pas forcément la mienne, celle de notre prédécesseur, qui date depuis 1994, donc quelques décennies quand même, nous avons donc colligé tous les patients et les indications étaient quand même des indications de classe 1 pour la plupart. Quelques rares cas étaient des indications de classe 2 et nous avons exclu les non-indications et les synchronisations que nous ne faisons pas encore en pratique courante. Donc il y avait une dominance du genre féminin, bonne fête du village en passant, et nos patients avaient un certain âge, mais il y avait quand même quelques patients relativement jeunes, donc en activité, et qui étaient aussi en activité de travail, pour un certain nombre d'années. Donc on avait une activité qui était internationale, et voici les symptômes que présentaient nos patients avant la stimulation. Au moins la moitié des patients avaient une insuffisance cardiaque qui était systolique dans à peu près 6% des cas. On avait des syncopes certes, mais ce qui nous intéresse, ce sont ces symptômes, c'est insuffisance cardiaque, vertige, hypothymie, un peu d'asthénie, parfois des palpitations et chez certains patients, quelques épisodes confusionnels. Nous allons passer les données d'implantation. Il faut dire que nos seuils de stimulation étaient relativement bas parce qu'on avait une bonne qualité du myocarde chez nos patients, que ce soit au niveau du myocarde ventriculaire droit ou au niveau atrial. Et les complications, puisque ça fait quand même partie du suivi de nos patients, étaient relativement rares. Il faut dire que la stimulation a quand même transformé la vie de nos patients au plan fonctionnel, mais aussi au plan économique, parce que les familles se réunissent souvent autour des patients pour dépenser de fortes sommes, donc ça change un peu la vie du patient. Et dans l'après-vie, donc, nous avons essayé de passer un questionnaire aux patients pour savoir s'ils se sentaient au plan fonctionnel, notamment respiratoire ou bien au niveau de la fatigue. Si les patients se sentaient mieux qu'avant au plan donc, fonctionnel, avec une gradation sur 4 3. Pas de 3, pas d'amélioration. Une fois, ils se sentaient plutôt améliorés et très améliorés à 4 3. Donc la plupart des patients se sentaient quand même très améliorés. Donc ils avaient coché 3 fois. Quelques patients se sentaient peu améliorés et on avait juste un patient qui n'était pas amélioré et qui avait justement présenté un syndrome de pacemaker. Et donc, quand on regarde les différences de paramètres, en plus des 4 cas de pacemaker que nous avons eus, il y a eu 2 cas de dyspnée résiduelle qui ont été jugulés par un traitement conventionnel d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Il faut dire que la plupart de nos patients avec une bonne fonction systolique avant et après stimulation, on a eu juste, comme vous l'avez vu, 5 cas, enfin je veux dire 5,64% des cas de dysfonction systolique et qui après stimulation s'était amélioré, sauf ces 2 cas-ci où on a fait recours au traitement conventionnel d'insuffisance cardiaque. Pour ces données électriques, je veux juste qu'on retienne que la plupart de nos patients étaient quasiment permanents, du moins nécessitaient permanemment la stimulation cardiaque, donc ça reste un dispositif qui transforme leur vie, que ce soit au plan de la récupération de leur vie, mais aussi au plan fonctionnel, en sachant que la plupart de nos patients étaient stimulés sur le mode VVI. Il faut penser peut-être à les upgrade à un mode plus physiologique pour que ces symptômes résiduels disparaissent. Il faut peut-être
voir encore le coût des prothèses qui, après la stimulation, les patients sont obligés d'aller rechercher une activité pour pouvoir rembourser les éléments, les bailleurs de fonds. Mais aussi, il faut encore et encore encourager le patient à faire de la réadaptation fonctionnelle après sa stimulation cardiaque. Donc comme perspective, on l'a déjà dit, aller plus vers le mode de DDD. Il faut quand même regarder chez nos patients leur fonction systolique après stimulation de façon régulière au contrôle pour guetter une dysfonction systolique liée à la désynchronisation de la stimulation cardiaque.